Luxembourg et de Ethica Luxembourg, dans le cadre donc de ces conférences déjeuner que nous organisons toujours avec le soutien de l'Altrimenti. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir François Morin, que Attaque Luxembourg, et si je me souviens bien, les amis du monde diplomatique Luxembourg avaient déjà invité il y a déjà longtemps, ça remonte à 2006, donc quasiment 10 ans de ça. À l'époque, vous aviez sorti un livre qui s'appelait « Le nouveau mur de l'argent », et dans lequel vous aviez déjà mis en avant pas mal de signaux d'alarme sur l'état des marchés financiers et leur instabilité. Et bon, on sait ce qui s'en est suivi 2 ans après. On ne veut pas dire que malheureusement que vous ni tous les autres économistes, parce que vous n'étiez pas le seul, mais vous étiez quand même très minoritaire, on n'a pas vraiment écouté ce que vous aviez eu à dire à l'époque. Et j'espère qu'on ne fera pas aujourd'hui deuxième fois la même erreur, puisque bon, aujourd'hui vous allez décrire la situation actuelle qui, sur de nombreux points, est devenue bien plus instable et bien plus dangereuse qu'au printemps 2008. Voilà. Donc, comme d'habitude, les personnes qui se sont inscrites peuvent se servir en sandwich et en boisson. Et à la fin, on procédera bien sûr à une dédicace du livre de François Morin. Il y en a un autre qui arrivera bientôt, vous en pourrez en parler. Mais donc celui qui est l'objet de cette conférence s'appelle La Grande Saignée. Et donc il décrit justement, il date de 2013, mais bon, il reste malheureusement toujours d'actualité. Et voilà, je ne sens plus attendre, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez démarrer. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Merci aussi de m'avoir invité à nouveau pour m'exprimer devant vous ici aujourd'hui. C'est vrai que le thème qui est retenu pour cette conférence n'est pas un thème forcément très optimiste. On m'a demandé de plancher sur ce qu'on pourrait faire dès aujourd'hui pour éviter une prochaine catastrophe financière. Et il est vrai que la probabilité de survenance d'une nouvelle crise est aujourd'hui, me semble-t-il, et c'est l'objet de cette conférence, est assez forte. Et donc pour peut-être parer à cet événement qui risque de se produire, il est très important, à mes yeux, de pouvoir essayer de cerner au plus près les causes aujourd'hui de cette situation. Voilà, alors, pour commencer, alors, attendez, je crois que j'ai mal... Oui, voilà, c'est ça, c'est bon, j'ai mes marques. J'ai mis 3 petites références qui soutiennent donc les propos que je vais tenir devant vous aujourd'hui. Un article qui a été publié dans plusieurs supports, mais notamment dans le journal Le Monde en avril dernier. La dette publique, vous voyez, la dette publique, ça va être un des thèmes de notre séance aujourd'hui, pas simplement la dette française, hein, vous allez le voir. L'ouvrage dont on vient de parler, et puis peut-être cet ouvrage qui est sorti en septembre dernier également, L'imposture économique de Steve Quinn, qui est un ouvrage absolument formidable, me semble-t-il, qui démontre à quel point nous sommes dans des impasses intellectuelles aujourd'hui avec les théories qui prônent les politiques économiques actuelles. Et c'est un ouvrage important, pourquoi ? Parce qu'il remonte vraiment aux fondamentaux épistémologiques et scientifiques des théories économiques qui dominent en quelque sorte la façon de comprendre nos économies actuelles. Donc voilà, je voulais le citer parce que c'est un ouvrage qui fait beaucoup de bruit dans le monde anglo-saxon, dans le monde universitaire anglo-saxon, et qui commence à en faire aussi dans d'autres espaces intellectuels. Ensuite, voilà, donc ça vient confirmer ce que je viens de dire. Si je prends le second paragraphe de ce slide, voilà, son travail s'inspire d'économistes très importants comme Keynes, bien sûr, Fisher, Goodwin, Minsky surtout, qui est un spécialiste qui a écrit dans les années 50 et 60 sur les crises financières et l'instabilité de ce capitalisme qui est le nôtre, en mettant en évidence, et c'est pour ça que je le cite, le rôle joué par l'excès des dettes privées ou publiques qui, dans le système, joue un rôle fondamental comme déclencheur de crise.
Alors, évidemment, ces dettes sont générées essentiellement par les banques, et nous verrons que la déflation par la dette est un thème central de ce type de pensée. Je me suis permis de citer et de faire un clin d'œil ici au Luxembourg en citant les propos très récents tenus à la fin de la semaine dernière, vendredi dernier, par le président de la Commission européenne, dont tout le monde sait qu'à propos de la Grèce, il ne souhaitait absolument pas l'arrivée au pouvoir de Tsipras et de Syriza. Et voilà, aujourd'hui, il a une vision peut-être un peu différente en ce qui concerne la situation grecque. Vous savez que les tensions sont énormes entre certains membres de l'Union européenne, à commencer l'Allemagne, et la Grèce. Et lui, voilà, ce qu'il nous dit, c'est qu'on n'a pas compris aujourd'hui à quel point la situation grecque est sérieuse. Elle est sérieuse, non seulement pour les Grecs, bon, un quart des Grecs privés de couverture sociale, chômage au plus haut, etc., mais elle est sérieuse également parce que le risque d'une sortie de la Grèce de la zone euro est une hypothèse maintenant qui est quasiment mise sur la table. Il y a des équipes entières qui travaillent aujourd'hui sur ce scénario, non seulement au sein de la Commission européenne, mais aussi à Athènes et dans d'autres pays. Et il est clair que si ça devait se produire, et on en parle de plus en plus, étant donné le blocage en quelque sorte que l'on voit dans les discussions actuelles sur la façon dont Tsipras mène sa réflexion sur son programme d'action, il est clair qu'on risque d'arriver devant une situation extrêmement gravissime. Alors il y a des échéances, il y a les échéances du mois de mars, mais il y a aussi celle du mois de juillet concernant le remboursement de la dette grecque. Et à chaque fois, on peut craindre qu'il y ait des effets de panique à propos de la situation grecque et des effets de domino qui pourraient, pas simplement sur le plan financier, mais aussi sur le plan politique, être créés par cette situation d'une sortie de la zone euro. Donc, ce sont des déclarations extrêmement récentes, mais on s'aperçoit que le débat est devenu très vif. Et il y a une tension perceptible, et d'une certaine façon, les marchés financiers commencent à réagir par rapport à ces derniers propos. J'aurai l'occasion peut-être d'en reparler. Voilà, alors le plan de ma présentation est le suivant. Je vais essayer de vous démontrer qu'on n'est pas sorti de la logique qui a créé la précédente crise financière, celle de 2007-2008. Et donc, je crois que c'est très important de revenir sur ce point parce que, évidemment, si j'annonce un prochain cataclysme financier, c'est du reste le sous-titre de l'ouvrage qui est là. Non, je ne sais pas où il est. Vous n'avez pas annoncé le sous-titre. Donc, c'est un ouvrage qui est sorti en octobre dernier contre le cataclysme financier à venir. Vous voyez ? Donc, en réalité, on est dans une logique des plus grands acteurs des marchés financiers qui n'a pas été fondamentalement modifiée par rapport à la dernière crise. Et c'est la raison pour laquelle, au vu d'indicateurs qui sont aggravés concernant notamment la dette, que l'on peut malheureusement pronostiquer avec une forte probabilité un prochain cataclysme financier. Donc, évidemment, la seconde partie va essayer de voir ce qu'on peut faire par rapport à cela, mais vous comprenez bien que le nœud principal du problème, c'est de comprendre quelle est cette logique. Si on n'en est pas sorti, malheureusement, on peut se retrouver donc devant des situations de nouveau catastrophiques. Voilà donc le sens du propos que je vais tenir devant vous aujourd'hui. Alors, sur cette première partie, un rappel très bref sur la crise 2007-2008, mais là je crois que je vais aller très vite. Par contre, mettre en évidence déjà un facteur qui est nouveau dans notre économie mondiale, et qui est l'hypertrophie, ce qu'on peut appeler l'hypertrophie des marchés financiers à la veille de la crise, et cette hypertrophie, bien sûr, continue. Ensuite, montrer le rôle des plus grands acteurs bancaires. Ce que j'ai
ce que j'appelle l'oligopole bancaire, qui fait l'objet du reste du prochain ouvrage qui va sortir en mai prochain chez le même éditeur. Il aurait dû s'appeler l'oligopole bancaire mondial. En fait, l'éditeur a changé un peu le titre pour qu'il soit peut-être plus médiatisé. Il a appelé ça l'hydre bancaire, avec un sous-titre, un oligopole de banques. Alors, ce sont les principales banques systémiques qui sont évidemment en cause, là. J'aurai l'occasion d'y revenir. C'est bien de parler des marchés, mais il faut aussi parler des acteurs. Et donc, à partir de ce moment-là, on essaiera d'avoir une réflexion sur les causes de la crise, et puis sur la situation, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, qui en a été générée par la dernière crise, à la fois, qui en a été générée par la crise, qui est ce qu'on peut appeler, ce qu'on doit appeler le surendettement des États. Le surendettement des États, principalement des pays les plus développés. Voilà, donc ça c'est la première partie. Je vais essayer d'aller assez vite sur tous ces éléments en insistant sur ce qui me paraît le plus important. Je n'insiste pas trop sur les causes de la crise systémique de 2007-2008. On connaît les causes immédiates, elles sont bien connues. Fin 2006, vous avez un relèvement brutal des taux d'intérêt aux États-Unis qui évidemment va asphyxier les ménages qui ont emprunté, les ménages subprime, qui ont emprunté donc des crédits à bas taux d'intérêt mais variables. Et donc le fait que les taux d'intérêt aux États-Unis en fin 2006 s'envolent, c'est évidemment un problème. En même temps, vous avez un effondrement du prix de l'immobilier, ce qui va mettre les banques en difficulté, évidemment, puisqu'ils ne pourront pas se payer sur la bête immobilière à cause de cet effondrement de prix de l'immobilier. Bon, alors, évidemment, la cause de la crise, elle est liée aux produits dérivés, c'est-à-dire à la titrisation de ces crédits subprime, c'est-à-dire qu'on a transformé ces créances particulières en titres financiers, qu'on appelle les CDO, les Collateral Debt Obligations, c'est-à-dire qu'on a jeté sur le marché financier des obligations qui, en fait, vont devenir toxiques à partir de 2007. Et comme toutes les grandes banques avaient acheté ces obligations pour des montants absolument colossaux, toutes les grandes banques mondiales vont être impactées par l'effondrement du marché immobilier américain et l'effondrement donc des titres financiers qui étaient la contrepartie de ces créances. Voilà, et donc c'est ce que je dis, c'est que ces produits dérivés ont été donc très largement la cause de cette crise. Donc on va mettre un focus particulier sur ces produits dérivés naturellement. Une façon de le faire, c'est de voir à la fin 2007 comment on peut comprendre cette finance globalisée. Je vais revenir sur cette notion de finance globalisée tout à l'heure, mais pour vous donner quelques chiffres indicatifs. Alors, ce sont des chiffres en milliers de milliards de dollars, en téradollars. Il y a 12 chiffres après zéro. Du reste, l'organisateur a voulu illustrer, je vais revenir sur le tableau, ce que c'est qu'un téradollar. Donc, voilà, c'est lui qui a proposé, c'est pas moi qui ai fait cette planche. $1 million, c'est le petit paquet qui est au pied de ce personnage. Vous voyez, ça, c'est des billets de banque qui représentent $1 million. 100 millions de dollars, on a déjà une palette, vous voyez. 1 milliard de dollars, on a déjà plusieurs palettes. Et un téradollar, c'est un terrain de football. Vous voyez, un téradollar, c'est un terrain de football avec toutes les palettes que vous voyez en dessous. Donc ça, c'est illustratif pour vous donner un peu une idée de ce que c'est qu'un téradollar. Donc les chiffres qui précèdent, zut, je me suis trompé, les chiffres qui précèdent sont en téradollars, en milliers de milliards de dollars. Ça vous donne une vision de l'économie mondiale à cette époque. Si je prends l'avant-dernière ligne, le PIB mondial, vous voyez, 54,3. 54 000 milliards de dollars. C'est ce qu'on appelle l'économie réelle. Du reste, depuis mon ouvrage, d'abord, certains économistes sont offusqués qu'on puisse parler d'économie réelle par rapport à l'économie financière, mais je crois que ces termes maintenant sont rentrés dans le langage commun des économistes. On oppose l'économie réelle à l'économie financière.
Eh bien, voilà, l'économie réelle, c'est la production de biens et de services. La richesse produite pendant une année, c'est un flux. En 2007, c'était 54,3 téradollars. Aujourd'hui, on approche les 80 téradollars. Et donc, c'est un flux, c'est-à-dire, en fait, c'est l'ensemble des transactions qui ont porté sur des biens et des services créés pendant cette année-là, 2007. Et donc, on peut opposer de façon tout à fait légitime d'autres flux, d'autres transactions, celles qui ont lieu sur les marchés financiers. Et de façon cohérente, puisque le total de cette colonne donne un chiffre global qu'on peut parfaitement mesurer quand on regarde les systèmes de paiement et de règlement des banques centrales. Les transactions totales, c'est un chiffre qu'on peut collecter à partir, encore une fois, des banques centrales. J'ai siégé pendant 9 années à la Banque de France, dans le conseil de la Banque de France. Je connais à peu près comment les choses sont collectées. Et donc, c'est à partir de cette expérience que j'ai pu construire un tableau de cette nature. Et donc, vous voyez bien qu'il y a des choses qui apparaissent quand même dans ce tableau. Si on regarde maintenant l'économie financière, on a des chiffres monstrueux par rapport aux transactions de l'économie réelle. Marché d'échange, 940 téradollars, alors que sur l'année 2007, il n'y a que 13 téradollars d'importation-exportation. Donc, vous pouvez vous demander, mais quelle est la différence entre 940 et 12 et 13 ? C'est les transactions à la fois de couverture ou spéculatives sur le marché d'échange. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler l'économie réelle, qui est en fait reflétée à ce niveau-là par les importations et les exportations. On a besoin de devises pour importer et on récupère des devises lorsqu'on exporte, là pour 13 milliards de dollars. Donc le reste, vous voyez bien qu'il y a un problème là. C'est encore plus vrai pour les marchés dérivés organisés ou non organisés, où là les chiffres sont monstrueux. Ce qui est en cause, ce n'est pas ici le taux de change, mais ce sont les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt qui sont des taux d'intérêt variables, donc il y a des besoins de couverture, donc il y a besoin de produits dérivés. Je vais y revenir. Et puis, il y a d'autres flux qu'on peut mettre en évidence. C'est les flux classiques sur les marchés actions ou obligataires. 128 téradollars. Bon, vous voyez que c'est un peu minuscule par rapport aux flux qu'on observe sur les produits dérivés. Donc, la réflexion, elle doit porter sur ces produits dérivés. Pourquoi ces chiffres-là aussi monstrueux? Alors, j'aurai des tableaux qui vous montreront qu'il y a 20 ans, il y avait des produits dérivés, mais c'était pratiquement négligeable. Donc là, on a un élément de réflexion qu'il faut évidemment avoir en tête. Donc, je repasse sur ces slides. Cause profonde de la crise. Eh bien, je défends depuis longtemps maintenant, depuis plus de 10 ans, l'idée que il y a eu 3 moments importants depuis une quarantaine d'années qui peuvent expliquer la situation actuelle et les logiques délétères dans lesquelles nous sommes. D'abord, la libéralisation du marché d'échange. Dans la période des 30 Glorieuses, les taux de change étaient des taux fixes. Ce n'étaient pas des taux de marché, c'était des taux fixés par les États dans des systèmes de parité fixe, suite aux accords de Bretton Woods 1944. C'était le système monétaire international, donc mis en place au lendemain de la guerre. Et ce qui fait qu'entre 1944 et 1971, moment de la libéralisation des taux de change, il n'y a pas eu une seule crise financière dans le monde. Pas une. Bon, mais on décide qu'il faut que ces prix particuliers, qu'on appelle les taux de change, les taux pour échanger les monnaies étrangères les unes dans les autres, deviennent des taux de marché. Donc, évidemment, fluctuent à la milliseconde, comme on le sait maintenant, aujourd'hui, sur la planète. Le taux de change euro-dollar, c'est un taux qui fluctue à la milliseconde sur les marchés, le marché d'échange. Évidemment, c'est un choc pour l'économie réelle, puisque l'économie réelle, les entreprises, les ménages ne peuvent pas anticiper le taux de change à 6 mois, 1 an ou 2 ans, alors quand on importe ou exporte, c'est quand même un vrai problème. Moi, je viens d'une région, Toulouse, où on fabrique des Airbus. J'ai siégé pendant 5 ans au conseil d'administration de la société Airbus, en même temps que j'étais à la Banque centrale. La première question que me posait le président, quand j'arrivais en séance, c'était « Monsieur Morin, expliquez-nous, le dollar, comment il va varier ?» Et évidemment, il était obligé de prendre des couvertures de change, parce qu'il fallait avoir une assurance sur l'avenir.
Ben, une couverture de change, c'est un produit dérivé, hein, c'est un contrat à terme que la banque fournit. Et ben oui, on est assuré du taux de change à 6 mois, 1 an ou 3 ans. Et il faut payer, évidemment, à ce moment-là, comme tout produit d'assurance, une cotisation hein, qui nourrit, évidemment, les bénéfices bancaires. Alors, les banques, évidemment, récupèrent le risque lié aux variations, mais elles vont s'assurer aussi à leur tour. Hein. Donc, il y a des chaînes infinies, comme ça, d'assurance réciproque, ce qui explique les 940 que vous avez vus dans le tableau précédent, hein, concernant les flux, concernant le marché des changes. Mais beaucoup plus grave est intervenue une seconde libéralisation, celle des taux d'intérêt. On a dit, ben non, là aussi, ça ne va pas, le taux d'intérêt, ça ne peut pas être la puissance publique qui fixe les taux d'intérêt. Ça doit être un taux de marché, avec la mondialisation qui progresse. Donc, on a demandé aux États, finalement, de se financer non plus par la planche à billets de leur banque centrale, mais de se financer sur les marchés obligataires. Et donc, d'un seul coup, les banques centrales sont devenues indépendantes des États et on a créé de vastes marchés obligataires où les États sont censés, ou sommés, comme vous voulez, d'aller financer leur déficit. Et donc, à partir de la fin des années 70, début des années 80, tous les grands pays de la planète, les pays développés, ont vu se développer des marchés obligataires qui ont pris une extension absolument incroyable. Si je prends par exemple simplement le cas de la France n'était absolument pas endettée à la fin des années 70. La dette publique, zéro. Pourquoi? Parce qu'il y avait la planche à billets, on faisait du financement monétaire du déficit public. Donc c'était facile, d'une certaine façon, de ne pas avoir de dette. Hein. Alors tout ça sous contrôle parlementaire, mais ce qui existait en France existait aussi dans les autres pays. Bon, à partir du moment où on dit, ah ben non, le taux d'intérêt doit être un taux libre, un taux de marché, et non plus un taux administré, eh bien, on crée des incertitudes, évidemment, pour le financement des investissements des entreprises. Comment connaître le coût de mon financement si les taux sont variables? Donc, là aussi, à partir des années 80, des produits dérivés à foison pour permettre aux entreprises de connaître, d'avoir des taux fixes, tout simplement. Vous savez très bien qu'un taux fixe, c'est plus cher qu'un taux variable. Donc, avec des contrats swap, on échange des taux variables contre des taux fixes pour permettre aux entreprises d'anticiper leur avenir en matière de financement des investissements. Donc, voilà une deuxième cause, si vous voulez, de peut-être ce qui est à l'origine de l'instabilité financière mondiale aujourd'hui. J'aurai l'occasion d'y revenir encore un peu plus loin. Ensuite, eh ben voilà, donc une extension formidable des produits dérivés, à la fois sur les taux de change, mais surtout sur les taux d'intérêt. Et alors évidemment, ces produits dérivés, ils ont une fonction essentielle, indispensable pour le système. C'est une fonction de couverture des risques, liée à la variabilité des taux de change et des taux d'intérêt. C'est une fonction essentielle. Mais en même temps, ces produits dérivés, ils font l'objet, évidemment, de cotations en bourse. Et on peut spéculer sur ces produits dérivés. Et donc, vous avez là une source à la fois de stabilité, mais d'instabilité aussi. Et comme, évidemment, la mondialisation va s'accélérer dans les années 80 et 90, le volume des produits dérivés, une véritable industrie, s'est amplifié. Et vous allez voir les chiffres, je vous ai donné déjà quelques chiffres, mais alors, concernant les banques, quand on regarde de plus près ce qu'elles font, à côté de leurs activités de crédit, ça devient quelque chose de phénoménal. Alors, dernière libéralisation, globalisation des marchés financiers, c'est-à-dire en fait libéralisation des mouvements de capitaux. Cette libéralisation, elle intervient au milieu des années 90. 1994, 1995, bon, allez hop, il faut que les capitaux puissent se promener d'un bout à l'autre de la planète sans entrave, et donc tous les grands pays développés sont entrés dans ce jeu-là. Et c'est à ce moment-là, précisément, qu'on observe les premières grandes crises à caractère systémique, qu'on a qualifiées par la suite de systémiques, avec la crise asiatique, mais ensuite il y a d'autres crises, même la crise Internet, on peut la qualifier de crise systémique provoquée par ce type de produits dérivés, pour arriver jusqu'à la crise financière de 2007-2008. Donc, alors qu'il n'y avait pas de crise financière avant 1971, pas une seule crise financière dans le monde, on a des crises financières qui se développent ensuite, mais surtout
à partir du milieu des années 90, avec cette libéralisation qui globalise les marchés financiers à l'échelle planétaire. Les traders font des opérations dans toutes les monnaies et sur tous les titres, actions, obligations, produits dérivés, instantanément à l'échelle planétaire. Alors, maintenant, on passe aux acteurs. Je viens de parler uniquement des marchés, en pointant un peu déjà les banques, mais les banques ont été obligées de s'adapter, évidemment, sur le fond, à cette réalité nouvelle qui est la globalisation des marchés. Les tailles des banques sont devenues incroyablement élevées par restructuration à partir du milieu des années 90. On a eu affaire à des véritables, allez, j'emploie un terme, monstres financiers qui vont agir grâce à leur salle de marché sur tous les segments de l'activité financière. Et donc, c'est très directement lié, encore une fois, à cette triple libéralisation dont je viens de parler. Alors, le G20 de Cannes en 2011, pour la première fois, se rendant compte quand même qu'il y avait, parmi les 46 000 banques dans le monde, il y en avait certaines qui pesaient un peu plus que d'autres et qui avaient sans doute joué un rôle un peu plus important que d'autres dans la crise financière. Et donc, elle a dressé la liste des 29 banques considérées à caractère systémique. Nous sommes en novembre 2011. En 2012, il n'y aura plus que 28 parce que Dexia, qui figure dans cette liste, eh bien, vous connaissez la banqueroute, pas besoin de vous le dire ici. Vous connaissez la banqueroute de Dexia, et donc Dexia va sortir de cette liste. Alors, ces 28 banques, regardons un peu. Il y a 8 américaines, 3 japonaises, une chinoise, et puis le reste sont des banques européennes. 4 britanniques, 5 françaises, mais maintenant 4. 2 allemandes, une espagnole, etc. Voilà, alors on peut faire... Il y a très peu de travaux qui ont porté depuis 2011 sur ces 28 banques systémiques. Il y en a quelques-uns, mais généralement c'est toujours pour sortir les totaux de bilan, puis c'est à peu près tout. Bon, moi je suis allé un peu plus loin et mes travaux vont sortir prochainement sur le sujet. Je vais vous produire quelques tableaux, du reste, qui sont inédits et qui vont vous montrer un peu plus le rôle de ces banques. En voilà un, par exemple. Vous avez la première ligne, vous allez retrouver des chiffres dont j'ai parlé tout à l'heure. Première ligne, c'est l'économie réelle. C'est le PIB mondial. C'est le tableau 16 de mon futur ouvrage. C'est des chiffres que, bon, voilà, une certaine présentation. Ensuite, deuxième ligne, vous voyez la dette publique mondiale. Alors, ce sont des chiffres évidemment imposants, vous voyez, ils ne sont pas directement comparables au PIB parce que là, on a affaire à des encours de stock, de dette, alors que le PIB, c'est un flux. Mais enfin, ça donne des ordres de grandeur. En 2007, vous retrouvez le chiffre de 56,2 pour le PIB et la dette était de 30. Vous voyez bien que la dette publique mondiale, elle va exploser, je vais y revenir, après 2007. Et puis, vous avez les produits dérivés des 28 banques systémiques, les encours gérés, les assurances de ces banques systémiques. Exprimés, ici, on est en téradollars, en milliers de milliards, comme dans le tableau précédent. Alors, vous voyez la progression. En 2003, on était à 197 000 milliards, et là, en 2013, on est à 710 000. Et il faut savoir qu'en 89, on était à 0,5 téradollars. 0,5 en 89. Je crois que de là, j'ai un tableau plus loin là-dessus. Donc il se passe quelque chose, là, vous voyez. C'est très directement lié à l'effet de la globalisation des marchés et au fait que, on va le voir aussi sur un tableau plus loin, ce qui est couvert comme risque, c'est essentiellement les variations liées, d'abord et en premier lieu, à plus de 90%, les variations des taux d'intérêt, et en second lieu, les variations liées au taux de change. Après, c'est les matières premières, des choses comme ça, les contrats à terme traditionnels, si vous voulez, matières premières essentiellement, mais aussi sur d'autres produits, cours de bourse éventuellement, etc. Alors voilà encore un tableau inédit qui vous dit un peu la même chose, mais en précisant un peu plus les acteurs cette fois-ci.
Alors c'est un tableau qui est cette fois-ci en milliards de dollars, non plus en milliers de milliards. Vous avez des données sur les dettes, États-Unis, Grande-Bretagne, France. Alors on peut avoir une lecture horizontale, évidemment. PIB, on retrouve des chiffres par pays. Et puis les rapports classiques dette publique sur PIB. Bon, vous voyez qu'on est très largement au-delà du critère, le second critère de Maastricht, qui est de 60%. Je le dis au passage. Ce sont des chiffres de 2012. Et puis ensuite, voilà, j'ai pris deuxième tiers du tableau, les trois premières banques, enfin les premières banques de chaque pays. La plus grande aux États-Unis, c'est JP Morgan Chase. En Grande-Bretagne, c'est Barclays. Et ensuite, c'est BNP Paribas pour la France. Alors là, vous voyez les totaux de bilan. Ça commence à devenir intéressant. Surtout comparé aux données précédentes. Alors, surtout si vous prenez la Grande-Bretagne et la France, vous voyez qu'on est dans des ordres de grandeur 2320, 2490 pour le total de bilan de Barclays ou BNP Paribas. Ceci est comparable à dette publique ou au PIB, sur des ordres de grandeur à peu près équivalentes. Alors par contre, là, vous avez les produits dérivés gérés par ces banques. Alors là, on s'assoit sur nos fesses et on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que ces chiffres-là, quoi, 63 000 milliards pour Barclays, 63 000 également milliards et un peu plus pour BNP Paribas. On a des chiffres absolument monstrueux par rapport à des totaux de bilan. On est dans le hors bilan. Et du reste, quand vous regardez les états financiers de ces banques, ça prend 10 lignes. Ils sont obligés de publier ça sur des centaines de pages, ça prend 10 lignes et pas plus. Mais là, on a l'activité essentielle de ces banques, que de faire des produits d'assurance et des produits spéculatifs sur ces produits dérivés. Alors maintenant, si on prend les banques systémiques de chacun de ces trois pays, on en a 8, je l'ai dit tout à l'heure, pour les États-Unis, 4 pour la Grande-Bretagne et maintenant 4 aussi pour la France. Alors là, les chiffres explosent par rapport... si je prends le produit dérivé sur PIB de chacun des pays, produit dérivé des 8 banques systémiques américaines sur le PIB américain, on a un chiffre de 18, c'est-à-dire 1800%. Donc on a affaire vraiment à des données tout à fait considérables. Donc tout ça, c'est simplement pour resituer le jeu des acteurs dans ces marchés financiers. Il ne s'agit pas de parler des marchés financiers en général comme ça, ou de la finance globalisée comme ça en général. Il faut bien comprendre qu'il y a des acteurs centraux dans le fonctionnement de ces marchés. Moi, j'ai visité, encore il n'y a pas très longtemps, la salle de marché de Natixis, une banque que vous connaissez sans doute, qui était à l'époque la quatrième banque française. Elle est montée un peu en grade depuis. Il y avait une salle paysagée avec 400 opérateurs, 6 écrans dans chaque personne, sur 4 étages, 1600 personnes. Voilà, en liaison avec le reste du monde, par segment de marché, par pays et par type de produit. Chez BNP Paribas, dont ici vous avez quelques chiffres, c'est le double. C'est le double. C'est la salle de marché de BNP Paribas, plus de 3000 personnes. Bon. Et qu'est-ce que font les opérateurs qui sont dans ces salles de marché? Ils traitent des actions, des obligations, mais surtout des produits dérivés. Qu'ils fabriquent. Parce qu'il y a à peu près, la BRI reconnaît qu'il n'y a que 14 banques dans le monde qui fabriquent ces produits. Alors là, ça devient encore plus précis. On n'est plus sur 46 000 banques dans le monde entier qui font ci, qui font ça. Donc, vous voyez qu'on est là sur des choses quand même qui sont quand même maintenant relativement balisées. Alors, conséquence de ces mouvements, de ces données, cette façon de présenter historiquement le développement de cette finance, eh bien, comme le titre l'indique, les États vont se surendetter à partir de 2007 pour trois types de raisons. D'abord, il a fallu recapitaliser les banques. Bon, selon les pays, ça a été plus ou moins violent, plus ou moins lourd. Quand même, la Commission européenne a calculé que pour la simple Europe, pour l'Union européenne, ces capitalisations avaient coûté ou mis en jeu sous différentes formes. Ce n'est pas simplement des augmentations de capital, ça peut être des garanties d'État, ça peut prendre plusieurs formes.
4 505 milliards entre 2008 et 2011. Alors, il y a ensuite eu autre chose. C'est-à-dire qu'il a fait, comme on était en pleine dépression économique, il a fallu que les États injectent des capitaux publics pour relancer les activités, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou au Japon. Ça représentait des centaines de milliards d'euros, des centaines de milliards de dollars, évidemment, à chaque fois. Et puis, il y a le rôle des stabilisateurs automatiques. Quand vous avez évidemment une dépression, vous avez moins d'entrées fiscales, et par contre, vous avez peut-être plus de dépenses publiques, je viens d'en parler. Et donc, tout ceci alimente les déficits et donc la dette. Alors, exemple, j'ai tronqué le tableau exprès, ce tableau-là, vous voyez, de 1990 à 2006-2007, la dette publique pour plusieurs pays de la zone euro oscille entre 60 et 80%, avec quelques exceptions, hein, Grèce notamment, Portugal aussi, bon, bref. Dans l'ensemble, on était à 65%, si on prenait tous les pays de la zone euro. On était un peu au-dessus du critère de Maastricht. Qu'est-ce qui se passe à partir de 2007? Vous voyez, plouf, hein, en fonction des éléments que je viens de vous indiquer. D'un seul coup, les dettes souveraines augmentent. J'ai aussi un tableau à peu près identique pour les États-Unis, l'Union économique monétaire et le Royaume-Uni. Vous voyez que on est un peu en dessous de 50% pour le Royaume-Uni. Pour la zone euro, voilà, c'est ce que je disais, on est entre 60 et 70%. Et pour les États-Unis, eux, ils étaient meilleurs, peut-être plutôt autour de 70-80%. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est un tableau qui est quand même parlant. Hein, voilà. Les dettes publiques s'envolent. Il y a eu encore, McKinsey a publié il y a quelques semaines, enfin il y a 15 jours, un autre tableau qui montre, alors ça c'est encore plus intéressant, les dettes publiques par rapport aux dettes privées dans plusieurs pays. Et là, on est au niveau, je ne me souviens plus, c'est les pays développés les pays avancés, bon, essentiellement les pays type OCDE. Et on voit bien la rupture de 2007, hein, et puis l'envolée des ratios dette publique sur PIB. Vous voyez qu'on était à 69 pour les pays avancés en 2007, et en haut, on est à 104. Donc là, il y a un ratio qui s'est complètement envolé. Et pour les dettes privées, finalement, on est relativement stable. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en grande partie, pourquoi c'est stable sur les dettes privées? Parce qu'en grande partie, on a transféré les dettes privées toxiques liées à la crise des subprimes à la dette publique. C'est ça le fond de l'affaire. Hein. Voilà. Alors, je passe à ma seconde partie. J'espère que... À quelle heure je m'arrête? 1h15, 1h20. Oui. Voilà. Alors, on peut s'attendre, puisqu'on a une belle bulle obligataire mondiale hein, qui s'est formée, qui se traduit par... effectivement un surendettement des États, et la plupart des dettes aujourd'hui sont devenues, mais il faut le dire, mais personne n'ose le dire, elles sont devenues insoutenables, ces dettes. Hein, pourquoi on avait un critère de 60%? Parce qu'au moment où on a signé le traité de Maastricht, on pensait que 60% c'était un seuil qu'il ne fallait pas déplacer. C'était comme les 3%. Au-delà de 3%, rapport déficit sur PIB, on disait attention, et du reste on le fait sentir aujourd'hui dans nos politiques économiques. Hein. Les pays qui ne sont pas à 3%, il faut les mettre dans le collimateur avec des politiques budgétaires adaptées. Eh bien, à la même époque, on avait dit 60%, il ne faut pas dépasser, parce que ça commence à devenir dangereux. Puis après, il y a eu des travaux d'économistes, notamment américains, qui ont dit bon, peut-être pas exagéré, mais 90% c'est quand même c'est la limite maximale, quoi. Hein. Bon, et maintenant, en Europe, on est à 96%. Voilà. Zone euro, 96%. France, 94%. Grande-Bretagne, on est au-delà de 100%. Bon, États-Unis, 115. Japon, 225.
On est très au-delà. Et ça se traduit comment? Par évidemment des intérêts qu'il faut payer. Alors heureusement qu'en ce moment, les taux d'intérêt sont relativement bas, mais s'il y a le moindre relèvement, vous comprenez, de taux d'intérêt sur les marchés financiers, là, vous êtes sûr que ça explose. Vous êtes absolument certain que ça va exploser. Le poste, par exemple en France, que je connais bien, mais c'est vrai pour la plupart des pays européens, les intérêts qu'on paye sur la dette représentent le premier ou le second poste budgétaire. Et c'est le seul poste par rapport à toutes les autres dépenses publiques qu'on ne peut pas toucher. Sinon, on est en défaut de paiement. Et on le voit bien avec la Grèce en ce moment. Il ne s'agit pas de jouer avec le défaut de paiement sur les intérêts ou des remboursements de dettes qui arrivent à échéance. Bon, sinon, on est en défaut. Bon, alors, j'ai anticipé pas mal ce que je voulais dire. Alors, bulle, son unicité, oui, alors, pourquoi on peut parler de bulle obligataire? Parce que, vous allez voir, on ne peut pas la considérer de façon trop séparée les unes des autres. Les facteurs qui peuvent la faire éclater, et puis le scénario noir, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon. Alors, pourquoi peut-on parler d'une bulle obligataire mondiale? Tout simplement parce qu'il y a cette globalisation. Hein, toutes les personnes qui sont dans les salles de marché auscultent en permanence, évidemment, les montants de dette et jouent en permanence sur cette dette, soit à travers les obligations, soit à travers des produits dérivés touchant ces obligations, soit à travers les CDS, les crédits default swap, qui représentent des assurances contre le risque de défaut. Donc tout ça, ce sont des instruments qui nous permettent de comprendre qu'il y a une bulle obligataire mondiale. Je viens de le dire pour les CDS, c'est le deuxième facteur. Bon, l'interconnexion des salles de marché, et puis il y a une dépendance effectivement réciproque des États avec les banques, puisque les plus grandes banques, notamment les banques systémiques en particulier, celles dont j'ai parlé tout à l'heure, sont elles qui achètent grosse partie des dettes publiques. Ça crée une relation de dépendance entre les deux. Alors, là, en fait, j'ai mis 4 facteurs, j'ai rajouté... j'aurais pas dû le faire. Enfin, bon. Il y a d'abord, si vous avez un défaut de paiement d'un État, vous pouvez avoir des effets de domino immédiats à cause de cette globalisation des CDS, etc., des salles de marché interconnectées. On a vu à quel point, lors de la crise de Chypre, qui ne représente que 0,2% du PIB européen, à quel point les marchés financiers ont été tétanisés par le risque de défaut de ce pays. Comme ils peuvent l'être dès que, à propos de la Grèce, la situation se tend. Je vous renvoie à mon introduction. Les marchés financiers, s'ils savent que, par exemple, la Grèce risque vraiment de sortir de la zone euro, donc ça provoque déjà des mouvements sur les marchés, mais en plus, la tentation est forte de jouer à ce moment-là, véritablement, en spéculant, sur la sortie de la Grèce de la zone euro. Et les marchés financiers sont tout à fait outillés techniquement pour spéculer à la baisse, hein, et gagner beaucoup d'argent en faisant cette spéculation, en jouant sur la sortie de la Grèce de la zone euro. Et évidemment, on voit tout de suite qu'à ce moment-là, d'autres dettes risquent d'être attaquées, si vous voulez. L'attaque se traduisant par des relevés brutales de taux d'intérêt sur les marchés obligataires secondaires. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, à chaque fois qu'il y a une tension sur la dette grecque en ce moment, on voit tout de suite les taux d'intérêt sur le marché obligataire grec se relever. On est à quasiment à 10% en ce moment. Mais vous savez que pendant la crise, on est monté jusqu'à 36%. Hein. Alors, évidemment, ça explique pourquoi la Grèce ne peut pas se financer sur les marchés financiers, qu'elle a besoin, évidemment, de l'aide européenne, du FMI et de la Banque centrale européenne. Vous pouvez avoir le défaut d'une banque systémique, hein, ce qui s'est produit pour Lehman Brothers. Comme évidemment les banques sont très liées aux États parce qu'ils détiennent une grande partie de la dette, on sait très bien que les banques grecques, par exemple, sont dans une difficulté extrême hein, aujourd'hui. Bon, il n'y a pas de banque systémique en Grèce, mais on peut imaginer, comme les grandes banques systémiques aussi peuvent avoir... à cause des produits qu'elles détiennent, des situations délicates, hein, on peut imaginer des faillites. Du reste, entre 2008 et 2011, hein, il y a eu 386 faillites au défaut de paiement aux États-Unis. Bon, ça n'a pas touché les banques systémiques.
Mais la définition d'une banque systémique, vous savez ce que c'est que le défaut de l'une d'entre elles peut entraîner un cataclysme mondial. C'est ça la définition donnée par le G20 de Cannes. Il y a 28 banques systémiques. Alors, ensuite, quatrième facteur, ma présentation est mauvaise, je l'ai rajouté tout à l'heure, c'est mauvais. Vous pouvez avoir des phénomènes de bank run, hein, de course au guichet devant une banque systémique. Il y a eu ces phénomènes-là récemment en Grèce, mais il y en a eu pendant la crise en Grande-Bretagne. Là, vous faites plonger immédiatement une banque. Si vous avez des phénomènes de course au guichet, de la part des épargnants notamment, vous faites plonger immédiatement une banque. En l'espace de quelques jours, vous pouvez donc déclencher une crise, et par le jeu des CDS notamment, vous avez une explosion du système bancaire. Et puis, vous avez un autre facteur qui peut aujourd'hui aggraver tout ceci, c'est le troisième qui est listé ici, c'est qu'on a une bulle financière côté marché actions, qui est très directement liée aux actions de la Banque Centrale Européenne qui injecte à tour de bras des liquidités dans le système pour éviter que non seulement les taux d'intérêt remontent, mais aussi pour permettre de relancer l'activité de crédit dans la zone euro. Mais ce que fait la Banque Centrale Européenne, la Banque d'Angleterre l'a fait avant, la Banque américaine, la fédérale l'avait fait aussi, et la Banque du Japon l'avait fait aussi avant. Donc il y a des liquidités énormes qui sont répandues dans le système, et qui fait que les marchés actions, comme par hasard, alors qu'on est quand même dans des périodes de croissance plutôt très molles, voire nulles, les marchés actions, personne dans les marchés financiers ne s'en étonne, véritablement, grimpe. Donc on a une bulle qui, évidemment, si ça doit continuer, va exploser, et qui peut aussi générer à ce moment-là un krach obligataire et une catastrophe mondiale, qui sera d'autant plus redoutable qu'on est dans une situation différente de 2007-2008. Les États sont exsangues. En 2007-2008, ils avaient pu réagir, hein, je l'ai montré tout à l'heure par les chiffres. Là, les États sont exsangues. Alors, sauf à changer le logiciel intellectuel qui est le leur actuellement, qui est un logiciel qui dit équilibre des finances publiques, il ne faut pas jouer sur les budgets, etc. Là, il va y avoir donc forcément un scénario noir qui se mettra en place. J'ai parlé des CDS, hein, ces produits dérivés particuliers que vous connaissez sans doute, hein, je pense. Hein, c'est des produits d'assurance contre le défaut de paiement d'une dette. Bon. Ce sont des produits extrêmement dangereux, très spéculatifs, parce que vous pouvez très bien aussi acheter ces produits-là indépendamment des titres de dette que vous achetez. Normalement, celui qui achète des obligations publiques, s'il veut se protéger contre le défaut de paiement d'un État ou d'une entreprise, il va vouloir s'assurer contre la faillite de cet État ou de cette entreprise. Et donc, il va acheter des CDS. Mais comme vous pouvez acheter des CDS indépendamment, en fait, des titres de dette, c'est des produits que vous pouvez acheter sur le marché. Alors là, ça devient très spéculatif, parce que vous n'attendez qu'une seule chose, c'est que l'État en question ou l'entreprise en question fasse faillite. Et donc, vous poussez à la faillite, finalement, cet État en achetant ces produits-là. Donc, c'est comme ça qu'on peut, effectivement, spéculer et gagner beaucoup d'argent en pariant sur, par exemple, la sortie d'un pays de la zone euro. Hein. Bon. Alors ça, c'est des produits extrêmement dangereux, et ces CDS sont d'autant plus dangereux que les contrats qui en sont les supports exigent des paiements instantanés. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fabriqué ces produits doivent payer immédiatement s'il y a un défaut quelconque. Alors là, on l'a vu pendant 2007-2008, il y avait des CDS sur la dette de Lehman Brothers. Il a fallu que AIG, le grand groupe américain, sorte du jour au lendemain 175 milliards de dollars sur les CDS qui s'appliquaient à la dette de Lehman Brothers. Et donc l'État américain, d'un seul coup, a injecté 175 milliards dans AIG pour éviter que AIG ne fasse à son tour défaut. Donc on est dans des systèmes où, alors sans parler, si vous voulez, à côté des CDS, il y a les effets de mimétisme moutonnier qui existent dans les salles de marché. Dès que ça commence à aller mal, il y a des amplifications naturelles qui se produisent. Il y a ce qu'on appelle
des ventes de détresse, parce que, bien évidemment, chaque investisseur a ses propres obligations, surtout si on gère des retraites par capitalisation, il faut bien payer. Et si tout baisse, eh ben, il faut vendre à ce moment-là pour être sûr d'assurer les échéances. Donc il y a des effets mécaniques qui font que quand il y a des baisses, au moment d'une crise, eh ben, les baisses ne font que s'accélérer. Donc, scénario noir, j'insiste pas trop, parce qu'on peut imaginer que ça va être un peu comme la dernière crise, il y aura un blocage des marchés interbancaires. Enfin, bref, on connaît le scénario, et qui débouche inévitablement à brève échéance sur une crise économique par asphyxie du crédit à l'économie réelle. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le passage de l'économie financière à l'économie réelle se fait par des anticipations négatives concernant la croissance économique, et les banques, elles ferment le robinet du crédit, tout simplement parce que les risques pris sont trop grands. Et c'est ce qu'on a vu très clairement avec la crise de 2007-2008. Le scénario noir, il est parfaitement écrit à l'avance, avec, une fois de plus, des facteurs très aggravants pour notre prochaine crise. Le fait que les États sont exsangues, qu'il y a, sur un plan politique, une montée des nationalismes, il y a des replis identitaires qu'on voit déjà à l'œuvre qui vont s'accélérer, des risques d'affrontement, donc, qui seront, parce qu'on cherchera des boucs émissaires, une fois de plus, à la crise qui se produira. Donc je n'insiste pas trop sur le scénario noir, il est malheureusement assez épouvantable, étant donné à la fois les situations économiques, mais aussi les situations politiques qu'on connaît notamment en Europe. Bon. Alors, on ne peut pas compter aujourd'hui sur l'inflation véritablement. On est en période de déflation, donc c'est pas l'inflation. Parce que l'inflation a permis effectivement de résoudre les problèmes de dette publique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, dans d'autres pays. L'inflation à 6, 7, 8%, voire à 2 chiffres, c'est un facteur qui évidemment soulage ceux qui sont endettés. La croissance, les dernières perspectives de l'économie mondiale publiées par le FMI la semaine dernière montrent que la croissance économique, elle n'est pas là pour l'économie mondiale. On est dans des zones qui restent identiques en termes de prévision à ce qui avait pu être dit pour cette année. Donc la croissance n'est pas là. Alors on peut imaginer évidemment des tas de choses pour sortir de cette crise. Elles sont évoquées régulièrement, mais à la lumière de ce que je viens de dire, ben oui, il faudrait sérieusement, mais ça va dans le sens évidemment contraire en ce moment, parce que les lobbies bancaires sont à l'œuvre. Taxation des opérations financières pour freiner quand même ces mouvements sur les marchés financiers. J'avais déjà ça il y a quelque temps, mais enfin, les choses se sont aggravées. On sait très bien que cette taxation, elle touche que très faiblement les produits dérivés, que certains pays, et même certains pays peuvent s'exonérer dans la zone euro, dans l'Union européenne, comme la Grande-Bretagne, s'exonérer de cette taxation. Enfin bref, la séparation, c'est même pire, hein, c'est une farce. C'est une farce. Il n'y a absolument aucune séparation patrimoniale faite dans les plus grandes banques, alors qu'il y a des législations américaines en Grande-Bretagne et en Europe qui tentent ou qui ont été mises en œuvre. On reste toujours sous un même chapeau patrimonial, cette séparation, et lorsque ça concerne des activités de marché, on essaye de limiter au maximum la séparation en question. Donc la séparation, c'est une très grande farce. En 1933, Roosevelt, lui, avait fait vraiment une séparation patrimoniale sérieuse avec le Glass-Steagall Act, mais là, c'est absolument pas sérieux ce qui est fait ou ce qui se prépare. Alors, oui, il faudrait peut-être éliminer, mais ça semble impossible, étant donné la logique des marchés financiers actuels. Il faudrait notamment supprimer les CDS et surtout ce qu'on appelle les CDS nus, c'est-à-dire ceux qu'on achète sans titre de dette correspondant. Mais bon, ceux qui produisent ces produits vous expliquent que techniquement c'est impossible de faire la séparation et donc ça a été impossible à mettre en œuvre. Alors, sur le fond,
et je vais terminer par ce point, on a bien vu que, quand même, le monde a changé à partir du moment où on avait cette triple libéralisation. Et le résultat de cette triple libéralisation, c'est qu'en fait, les États ont perdu leur souveraineté monétaire. Aucun grand État, aujourd'hui, n'a de souveraineté sur sa monnaie. Aucun. Que ce soit aux États-Unis, au Japon, en Grande-Bretagne, les banques centrales sont indépendantes des États. La création monétaire, comme la gestion de cette monnaie, ne relève absolument plus des États. Ce qui était le cas avant 1971. Donc, le phénomène fondamental de la période qui vient de s'écouler depuis une quarantaine d'années, 45 ans, c'est cette perte de souveraineté des États sur leur monnaie. On a cru qu'en laissant au marché financier le soin de fixer les taux de change et les taux d'intérêt, qui sont quand même les deux grandes variables qui fixent la valeur d'une monnaie, hein, taux de change, taux d'intérêt. On parle de monnaie hein, quand on parle de taux d'intérêt. On a cru qu'on allait là avoir une autorégulation qui allait se faire et qui allait être efficace. Eh bien, on s'aperçoit que depuis que les marchés sont globalisés, notamment, on a des crises financières à répétition qui sont devenues systémiques. Donc on a vraiment un problème. Et alors, je vais éclairer ce problème par quelques tableaux. Donc il y a 14 banques dans le monde qui fabriquent des produits dérivés. Hein. Il y en a d'autres, mais c'est sur des segments tellement petits que ce n'est pas la peine d'en parler. Alors, vous voyez que les taux d'intérêt, les dérivés sur taux d'intérêt, 98, c'était 50 téradollars, 2013, 584. Les dérivés, il y a 14 banques qui produisent, c'est 584 téradollars en termes d'assurance, mais aussi de spéculation. Bon. Taux de change, c'est plus faible. Et puis après, il y a les dérivés de crédit. Ça, c'est les CDS, qui ont diminué depuis 2008. C'est des produits extrêmement dangereux. C'est les plus dangereux de tous. Et puis, il y a d'autres dérivés, bon, sur les matières premières, sur les cours de bourse, etc. Bon, vous voyez les chiffres apparaître. Hein. 710 téradollars au total. Voilà. Donc, là, on est au cœur du problème monétaire quand on voit ces chiffres-là. Les États ont perdu la maîtrise, et c'est parce qu'ils ont perdu cette maîtrise qu'on voit ces chiffres-là apparaître, puisque ces chiffres sont censés, de la part de ceux du reste qui gèrent ces encours, sont censés stabiliser le système, hein, puisqu'on offre des taux fixes, taux d'intérêt ou taux de change, à l'économie réelle. Mais tout ça, ça entraîne une mécanique, la mécanique des produits dérivés, mais qui est en même temps une mécanique spéculative. Alors, je crois que j'avais encore un autre tableau, non, je ne l'ai pas mis. Bon, voilà, donc, comment en sortir? Ben, il faut faire un nouveau Bretton Woods, en s'inspirant des idées de Keynes, qui avaient été battues en brèche en 1944, pas complètement, parce qu'on est sorti quand même avec un système de taux de change fixe à Bretton Woods, qui a assuré la stabilité financière du système, mais il faudrait revenir à une certaine maîtrise par les États de la création monétaire et de la gestion de la monnaie. Donc il faut que la communauté internationale soit suffisamment réunie, je dirais, consciente de ses intérêts, pour qu'on ait une nouvelle conférence internationale qui puisse mettre à plat le système de financement de l'économie mondiale en créant ce que Keynes avait toujours promu, une monnaie non pas internationale, mais, non pas une monnaie unique et internationale, mais une monnaie commune, ce qui est différent, puisque cette monnaie commune, elle a pour caractéristique d'être la monnaie par rapport à laquelle toutes les autres monnaies se réfèrent. C'est donc pas une monnaie unique, c'est une monnaie commune. Une monnaie qui circule essentiellement entre banques centrales et qui permet donc d'avoir des taux de change fixes par rapport à cette monnaie commune. Et lorsqu'il faut changer un taux de change qui est par définition fixe, mais qui peut évidemment, compte tenu de l'évolution des pays, mérite d'être ajusté, eh bien cela ne se ferait pas essentiellement par le marché, mais essentiellement par décision de cette communauté internationale, par décision politique, pour parler clair. Comme c'était le cas dans le système de Bretton Woods.
Hein, entre 1944 et 1971, c'était comme ça. Simplement, les décisions de dévaluation et de révaluation étaient prises par les pays. Après, on a eu le serpent monétaire. Là, c'était au niveau de Bruxelles que ça se passait. Mais voilà, les États retrouvent la main sur la monnaie. Et c'est ça qu'il faut peut-être aujourd'hui de nouveau promouvoir comme idée. Mais voilà. Alors, si on a cette monnaie commune, on peut imaginer des tas de choses concernant les dettes ensuite. On pourrait plus facilement, à cette échelle internationale, annuler des dettes détenues par les banques centrales. Parce qui irait contester la crédibilité de cette dette qui serait portée notamment par peut-être cette communauté internationale dans une instance qu'il faudrait créer? Personne ne pourrait contester, évidemment, des annulations partielles ou même massives de dettes publiques. Donc voilà un peu le sens général de ce que je voulais dire aujourd'hui. Petite citation de Stéphane Hessel pour terminer, qui avait déjà bien compris que finalement on était dans une planète financière qui finalement aboutissait à accroître l'injustice dans le monde. Et puis pour terminer, une petite citation que j'aime bien de Sénèque, qui nous reporte plus loin dans le temps. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Merci beaucoup de votre attention. Merci François Morin. Donc maintenant la parole est à vous. Donc je vais distribuer le micro dans la salle. Voilà, vous pouvez déjà lever vos mains. On va peut-être prendre plusieurs questions en même temps. Je demanderai juste aux personnes qui prennent la parole de le faire de manière assez concise pour que le maximum de personnes puissent s'exprimer. J'ai pas prévu de papier et de crayon pour noter éventuellement. Enfin, je sais pas si on va me poser plusieurs questions à la suite. Si je peux avoir un crayon. Merci infiniment. Pour être sûr de bien retenir les questions. Madame, je vous écoute. Bonjour. Essentiellement deux questions. La première, naïve peut-être, pourquoi les banques, ces banques systémiques dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'elles ont conscience que la bulle, elle va arriver et qu'elle va leur péter dans la figure, si je peux m'exprimer ainsi, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qu'elles prévoient ou est-ce qu'elles ont un as dans la manche? Voilà, dans ce cas-là. Et la deuxième question est, est-ce qu'au niveau politique, il y a un semblant de prise de conscience de cette bulle qui va arriver et qui peut nous affecter tous? Voilà, merci. D'autres questions? Si je réponds ou oui. Si vous voulez poser d'autres questions, je ne sais pas. Je ne vois pas d'autres bras pour l'instant. Ah si, monsieur. Alors. Merci pour la qualité de l'exposé. J'ai aussi, on va dire, plutôt deux questions naïves. Je suis là. Oui. Deux questions naïves. Ah, d'accord. Oui. Okay. Ah, pardon. En fait, oui, au fond. La première, vous avez parlé de cataclysmes financiers de très courte durée. J'aimerais bien savoir pourquoi vous insistez sur là-dessus. Et la deuxième question, ça concerne Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de parler de monnaie internationale, commune ou non, est-ce que ce n'est pas en soi une utopie? Évidemment, ça paraît une solution, mais étant donné les contraintes politiques et aussi l'égoïsme des nations, et ça tout le monde le sait. Merci. Ok, il y a encore un bras qui se lève ou... Non, peut-être pas. Ah oui. Bon, je réponds peut-être à ces quatre questions, oui. D'abord, pour commencer. La parole à monsieur. Ah, pardon. Pour la deuxième série, je vous en prie. Oui, bon. Alors, sur est-ce que les grandes banques systémiques ont conscience de la situation? Alors, d'abord, il faut rappeler une chose, c'est que d'abord, toutes ces grandes banques sont privées. Donc, elles gèrent d'abord en fonction de leurs intérêts propres, de leurs actionnaires. Et dans les salles de marché, je connais plusieurs personnes qui travaillent dans des salles de marché de grandes banques. Dans les salles de marché, les traders sont conscients qu'on est dans de la folie, hein, pour aller vite. De la folie. Mais enfin, ils sont là pour faire de l'argent.
Pourquoi prendre en compte un intérêt collectif dont on ne sait pas très bien ce qu'il pourrait être, ou imaginer, ou un intérêt utopique, hein, dont on vient de parler. Tout ça, c'est très loin. Donc, les 28 banques sont des banques privées, elles gèrent de la monnaie, elles créent et elles gèrent de la monnaie pour l'essentiel qui viennent de chez elles, hein, du système bancaire en général, des 46 000 banques dans le monde. Vous savez que la création monétaire, c'est pour l'essentiel à 90% de la monnaie scripturale, hein, donc créée par les banques, et 10% par les banques centrales. Mais les États n'ont rien à voir dans la création de cette monnaie. Donc, dans les salles de marché, on a conscience qu'on est dans un monde qui peut exploser d'un moment à l'autre, oui, que le mur avance, mais tant qu'on peut faire de l'argent, on fait de l'argent, puisque c'est ce qu'on demande. Ah oui. Bon. Enfin, c'est comme ça que moi j'analyse les choses. Peut-être que vous avez d'autres sentiments, il faudrait à ce moment-là vous exprimer. Alors, sur la prise de conscience politique, on s'aperçoit bien quand même que le monde de la finance, surtout depuis 2007-2008, il a envahi un peu nos espaces économiques, sociaux et même politiques. Rappelez-vous de cette phrase de François Hollande pendant sa campagne électorale, « Mon ennemi, c'est la finance ». Bon, il y a une certaine conscience politique que ce monde financier a pris le pas quelque part. Comment? On ne sait pas trop, mais a pris le pas sur ce qu'on peut appeler l'économie réelle. Est-ce que ça a changé le logiciel intellectuel de nos responsables politiques dans le monde? Je dirais non. On est dans un monde où la pensée économique, qu'on appelle néolibérale, s'est forgée dans les années 50 et 60 et qui a trouvé sa traduction concrète à partir des années 70 et 80 avec cette triple libéralisation. On sait très bien que la Commission européenne, que nos responsables politiques baignent très largement dans ce bain-là de cette pensée. Comment remettre en cause le fonctionnement des marchés, le marché d'échange, les marchés obligataires? Mais enfin, c'est quand même le marché qui est le moins mauvais des régulateurs possibles. Ça, c'est le discours qu'on entend tout le temps. Or, il y a bien un domaine, justement, où il faudrait que, je pense, que le marché ne pénètre plus, c'est le domaine de la monnaie, justement. C'est trop sensible, c'est trop capital. Pas par hasard que les monarques frappaient leur monnaie. Enfin, c'est un instrument de pouvoir considérable. Bon, voilà, on est revenu sur cette idée et on s'aperçoit que probablement, enfin, on est dans une situation qui ne va que s'aggraver. Mais la prise de conscience politique, elle n'est pas là, hein, elle n'y est pas. On sait que cette finance envahit un peu plus les espaces dont je viens de parler, mais comment techniquement analyser tout ça? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait remettre en cause? Alors là, évidemment, après la crise de 2007-2008, on a dit, ah oui, peut-être taxation, opération financière, ah oui, peut-être séparation, mais le lobby bancaire est très organisé à l'échelle internationale. Dans mon prochain ouvrage, je montre comment il est organisé à travers plusieurs grandes institutions. Bon, je ne vais pas en parler maintenant, mais lui, il est très, très organisé. Il sait défendre des intérêts collectifs, même si ces grandes banques sont en concurrence sur certains segments. Il y a des intérêts collectifs. Ils se sont battus contre la taxation, ils se battent contre la séparation. Et ils ont des moyens considérables à leur disposition et qui a abouti à des effets, effectivement, qu'on peut observer. Alors, le cataclysme financier, courte durée, non, je ne pense pas, je ne l'ai pas dit, je ne crois pas, en tous les cas. Je crois que si on a un prochain cataclysme financier, il y aura une période redoutable. Quelle sera sa longueur? Je n'en sais rien. Entre le moment où se déclenche la panique bancaire, la panique boursière, et puis le moment où il faudra changer vraiment le logiciel intellectuel pour rebâtir un système de financement de l'économie mondiale. Cette période peut être assez longue. Et c'est pendant cette période, pendant ce scénario noir, que toutes les dérives en tout genre peuvent se produire, hein, sur un plan social et politique. C'est clair. Avec, encore une fois, des recherches de boucs émissaires, comme je l'ai dit, des replis identitaires, etc. Ça peut être quelques semaines, quelques mois, je n'en sais rien. Vous savez que Bretton Woods, 1944, est intervenu alors que
Il y a eu la crise de 29 avant, etc. Il n'est intervenu qu'après 2 guerres mondiales et 250 millions de morts. Hein. Donc, pour réunir ces gens et s'entendre sur un système à peu près raisonnable, qui, justement, déniait au marché un rôle primordial en matière monétaire. Le système de parité fixe, c'est un système qui donne le pouvoir aux États sur la gestion de la monnaie. Ben voilà, il a fallu quand même du temps et des épreuves. Bon, je n'en dis pas plus. Quand est-ce qu'on aura un second Bretton Woods? Et quel délai aurons-nous entre l'idée de ce second Bretton Woods après le déclenchement d'une nouvelle panique internationale? Alors, une utopie, bah oui, si vous voulez, parce que personne n'en parle. De temps en temps, au plus fort de la crise, avec les mouvements alternatifs, Occupy Wall Street, etc., certains, les mouvements attaques, etc., ont dit, oui, il faudrait un nouveau Bretton Woods. Mais c'est retombé comme un soufflet. Hein. C'est retombé comme un soufflet. Mais moi, je crois que c'est une des clés. C'est pas la seule clé. Hein. On pourrait parler maintenant plus largement du fonctionnement de ce système économique qui, finalement, risque d'aboutir à une catastrophe complètement majeure. Donc, il n'y a pas simplement le monde de la finance qui est en cause. Hein. Je pense que, plus profondément, il y a aussi d'autres logiques qui sont à l'œuvre, qui sont aujourd'hui contrebalancées par tout ce qui se passe, je dirais, dans les économies dites alternatives, dans les économies sociales et solidaires. Il y a des tas d'expériences qui, pour demain, seront riches, je pense, d'enseignements. Mais bon, on est encore très loin, évidemment, de voir émerger des logiques très différentes par rapport à ce que nous connaissons. Hein. Voilà, je crois avoir répondu aux 4 questions qu'on m'a posées. C'est la deuxième série de questions. Il y avait monsieur. Oui, voilà, je suis David Foucault de la Maison d'Afrique Luxembourg. Voilà, quand je vous entends dire que cette crise sera très courte, d'une très courte durée, moi, non, j'ai pas dit ça. Je me dis non, c'est pas possible parce que, et surtout que voilà, les banques ont la finance entre les mains. Là, je me dis que ces gens-là ont plus d'un tour dans leur sac parce que la crise sera très longue parce qu'ils ont un plan B. Le plan B, c'est quoi? C'est toujours essayer d'injecter un peu d'argent dans l'économie réelle pour que la crise perdure, pour qu'ils puissent toujours avoir de l'argent sur le dos du peuple. Et quand vous dites aussi que voilà, il faudrait mettre cette économie entre les mains, donc ces banques entre les mains de ceux qui nous dirigent, des politiques, ça c'est très dangereux aussi, parce que nous, on n'a plus confiance à ces politiques, parce que le politique n'est plus au service du peuple. C'est ça qu'on a voulu au départ, que le politique soit au service du peuple, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. Si eux, ils ont cette masse monétaire qui puisse fabriquer de l'argent, ce serait aussi ce qu'on appelle dans certains États de l'inflation terrible. Nous avons vu le cas en RDC, ou à la République démocratique du Congo, où l'argent de ce pays ne valait plus rien du tout. Il fallait payer toujours avec des devises étrangères. Ensuite, je voudrais aussi vous faire observer quelque chose, très brièvement. L'Afrique a connu cette période depuis les années 90. Ils s'en est sortis parce que le FMI a mis beaucoup d'argent dans des pays pour déstabiliser ces pays-là. Parce que le FMI, on les appelle en Afrique le diable de l'Afrique. Parce qu'eux, ils sont venus déstabiliser presque tous les pays africains, parce qu'ils ont injecté de l'argent dans l'économie africaine, mais en retour, les prix des premières nécessités ont presque quadruplé, ce qui a créé un désordre total dans certains pays africains. Heureusement qu'aujourd'hui, ceux qu'on croit qui sont peut-être les diables de l'Afrique, les Chinois, heureusement qu'aujourd'hui les Chinois sont entrés massivement et maintenant il y a eu un rebondissement de l'économie africaine. Actuellement, oui, je vais rapidement. Et donc maintenant, nous avons certains pays africains qui ont le taux de croissance à 2 chiffres. Est-ce que l'Europe ne pourrait pas s'inspirer de cela, quoi? On a le pays comme le Rwanda
qui a un taux de croissance à 2 chiffres, on a le pays comme l'Éthiopie qui vit grâce à sa diaspora et qui s'en sort très bien. Voilà, merci. Merci beaucoup pour l'exposé intéressant. J'aimerais poser 3 questions. La première, comment il y a quand même eu quelques actions, petites actions, suite à la crise, dont notamment le relèvement des taux de capitaux propres des banques, etc. Comment est-ce que vous évaluez ces mesures-là? Vous n'en avez pas parlé. Et est-ce que vous pensez qu'il serait dans un court terme, en attendant peut-être un Bretton Woods que vous décrivez ou que vous avez décrivé ou souhaité, peut-être dans un court terme de construire là-dessus, de continuer dans ce sens? Deuxième question, comment est-ce que vous évaluez les actions de quantitative easing actuelles de la Banque centrale européenne? On en parle beaucoup. Aux États-Unis, ça semble s'être passé plus ou moins bien pour l'instant, mais dès qu'on parle de retrait ou même de diminution, les marchés commencent à s'actionner, à s'inquiéter. Donc, et puis, troisième question, question européenne. Comment voyez-vous les discussions actuelles et même, il paraît aujourd'hui que même à l'intérieur de la Commission européenne, on commence à se poser des questions d'un éventuel Grexit et des conséquences que ça peut entraîner. Merci. Oui, bonjour. Voilà, je voulais vous poser la question par rapport aux chiffres que vous avez présentés. Le rapport entre l'économie réelle, donc celle qui sert aux entrées et aux sorties nécessaires au travail, en fait, représente, bon, j'ai fait un petit calcul par rapport à tous les chiffres, ça représente 1,5% en fait de la masse des transactions qui sont... Voilà. Donc la masse des transactions, c'est un outil, c'est une matière première d'une certaine façon. Maintenant, c'est ce rapport entre ceux qui s'occupent de cette matière financière et ceux qui en ont besoin. Voilà, donc c'est ma question. Je réponds ou il y a encore une question, non? Ah, pardon. Voilà. Oui. Alors, je me rends coupable, je travaille dans une salle des marchés. Bon, ça arrive, en fait. Mais ce que je veux dire, en fait, poser la question, pourquoi est-ce que les pays s'endettent dans un premier lieu? Les États sont des créateurs de rentes, pourquoi est-ce que l'État ne se contente pas à taxer les rentes économiques? Pourquoi les États s'endettent? Oui, pourquoi ils s'endettent? Deuxième question, pourquoi est-ce que nous on croit collectivement qu'il faut payer un intérêt positif, qu'il faut gagner de l'argent avec de l'argent? Pourquoi est-ce qu'on croit ça? Pourquoi est-ce qu'on croit qu'il y a un taux d'intérêt sur l'argent? C'est ça en fait. Et principalement, je voulais vous féliciter pour être un insider pour cet ex-cours et en fait que vous vous exposez. Ça vous félicite. Merci. Je réponds. Ah, moi, ça m'est égal. Ce sera peut-être, je sais pas, il faudra me dire à quelle heure on s'arrête, c'est tout. Je vais vous poser une petite question très rapidement. Je vous remercie déjà pour l'exposé qui a été très très clair. La question, elle est la suivante. On a l'impression, après votre exposé, qu'on est dans un jeu où la communauté européenne et aussi la Banque centrale européenne, elle contrôle la situation. S'il y a une crise, elle va jeter de l'argent sur le marché. La question, c'est où devient tout cet argent? Ah. Elle est bonne, celle-là. Merci. Ouais. D'accord. Alors, merci pour l'exposé. Ma question, en fait, c'est à propos du Grexit, en fait. Alors, vous pensez, comme je suis grec, ça m'intéresse de savoir, vous pensez que c'est mieux si on sort ou si on ne sort pas? Ok. Merci.
vous laisse répondre. Bon, ça y est, je peux répondre. Alors, je reviens d'abord, je vais prendre les questions dans l'ordre. Hein. Peut-être sur le Grexit, je cumulerai les deux questions en même temps. Sur l'Afrique et sur, finalement, le rôle du politique et le rôle des États. Bah, oui, on a affaire à... Je suis un peu étonné que vous fassiez l'éloge de la Chine. Je ne suis pas sûr que ce soit un État démocratique parfait, alors que par ailleurs, vous critiquez effectivement nos démocraties politiques qui sont en effet bien malades. Hein. Oui, il faudrait... Alors, on pourrait élargir complètement le champ de l'analyse en posant aussi la question des médias par rapport aux hommes politiques dans nos démocraties. On sait très bien que nos démocraties aujourd'hui sont malades. Pourquoi? Alors là, je pose la question. Si on prend simplement l'Europe ou même la zone euro, on a ces politiques austéritaires, budgétaires, que vous connaissez tous, qui ne laissent pas de véritable marge de manœuvre aux États concernant l'investissement public, notamment. Et après, on s'étonne que les citoyens se détournent de l'action publique et de l'action politique. Parce que, encore une fois, d'où vient cette austérité? Je crois l'avoir quand même démontré, quelque part. Les États sont surendettés, et dans l'esprit des gens, quand on est surendetté, c'est comme un ménage surendetté, il faut retrouver l'équilibre budgétaire. C'est ça le logiciel intellectuel. Or, un État n'est pas un acteur économique comme un autre. Et ça, c'est pas dans la tête de beaucoup de gens. J'entends beaucoup de journalistes en France notamment qui disent oui, prenons l'exemple d'un ménage, quand il est endetté, il faut bien qu'il boucle ses fins de mois et qu'il fasse des efforts. L'État n'est absolument pas dans une situation analogue. Alors, en deux mots, pourquoi? Parce que, précisément, c'est un acteur qui peut anticiper des investissements publics, sachant que, grâce à ces investissements, il y a des retours sur investissement. Donc, il peut se mettre délibérément en déficit, il a les moyens de le faire, à condition qu'il maîtrise un peu sa monnaie. Hein. Mais, d'une façon générale, un État peut créer un déficit, en sachant que si cet investissement public, par différents biais de la société, par la TVA et par d'autres ressources, par exemple, peut lui faire revenir des recettes fiscales. Bon, ce qu'un ménage ne peut pas faire, hein, bien évidemment, en tant que tel. Donc, il ne faut pas comparer des choses qui, de ce point de vue-là, ne sont pas comparables. Donc, l'état de nos démocraties sont malades aujourd'hui, notamment parce qu'on a subi cette crise financière, mais plus largement, peut-être, la globalisation des marchés monétaires et financiers, avec toutes les conséquences et les logiques que ça entraîne. Et donc, on a changé de monde, finalement. On a changé de monde, et nos démocraties politiques en souffrent complètement à cause de ce rapport de 1,5% dont vous avez parlé, monsieur, entre les transactions de la sphère financière, où il y a des prélèvements formidables sur l'activité économique, hein, ce rapport de 1,5%, 2%, disons, entre la sphère de l'économie réelle et la sphère de l'économie financière. Il faut bien voir qu'à chaque fois qu'il y a des produits dérivés, il y a des prélèvements qui se font sur l'activité, il y a des commissions, il faut payer des cotisations. Bon, tout ça, ça fait du prélèvement. Et du reste, quand on regarde la façon dont se partage la valeur ajoutée, c'est-à-dire la valeur créée par un pays pendant une année, quand on regarde l'évolution de ce partage entre les salaires, disons, et puis les dividendes et les autres formes de profit, et puis aussi les recettes ou les dépenses publiques, eh bien, on s'aperçoit que les salaires ont été comprimés depuis 45 ans, depuis 1970, dans tous les grands pays, de façon brutale. Il y a eu 10 points d'affaissement. Dans ce partage, sur 100%, il y a eu 10 points d'affaissement
pour la part des salaires. Bon, et tout ça simplement parce que la sphère financière a pris une part de plus en plus démesurée. Alors après, il ne faut pas s'étonner que les pouvoirs politiques, excusez-moi, je suis un peu long, hein, s'affaiblissent progressivement. Il y a des logiques là qui sont terribles. Voilà. Donc je suis d'accord aussi avec vous que si une banque centrale produit trop de monnaie, fait fonctionner la planche à billets, qu'elle soit indépendante ou pas indépendante, ça provoque de l'inflation et de l'hyperinflation. Ça c'est un mécanisme qui est bien connu. Alors qu'on ne vérifie pas encore, alors je réponds en même temps à d'autres questions à propos de la BCE, parce que qu'est-ce qui se passe? Étant donné l'hypertrophie des marchés financiers, ces injections monétaires, au lieu d'aller vers l'économie réelle, aller vers le crédit aux ménages et aux entreprises, elle va où cette monnaie? Elle va sur les marchés financiers, sur les marchés actions notamment. Et là, on a des bulles. Voilà, on a une bulle action qui est évidente aujourd'hui. Alors, dans les marchés financiers, on est très content, on dit oui, ça monte, regardez. Non, les marchés financiers se portent très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Moi, je trouve qu'il y a un gros souci de ce côté-là. Parce que toute cette injection monétaire, elle va sur les marchés financiers et non pas sur le crédit aux entreprises et aux ménages. Donc il faut bien distinguer inflation financière, si je puis dire, de l'inflation sur les prix des biens et des services. L'inflation sur le prix des biens et des services, c'est effectivement quelque chose de dangereux. Hein. Mais l'inflation financière aussi, puisque ça crée des bulles, finalement. Donc la BCE, dans son action, est en train de créer des bulles financières. Alors, oui, je n'ai pas parlé de Bâle III, des problèmes de régulation qui ont été mis, enfin des questions de régulation qui ont été traitées suite à la crise financière. On a relevé un peu. On est revenu à Bâle I, en quelque sorte, pour aller très vite. Hein. C'est-à-dire qu'on a musclé un peu plus le contenu de ce qu'on appelle les fonds propres bancaires. On a relevé légèrement, avec d'autres critères de calcul, les fonds propres des banques, comme si, finalement, cet élément-là allait donner plus de crédibilité aux banques dans leur action. Mais je crois qu'on est évidemment complètement à côté de la plaque par rapport à tout ce que j'ai dit aujourd'hui. On n'est pas dans le cœur du sujet. Ça participe d'un bon mouvement positif, oui, mais qui est extrêmement limité, pour moi. Extrêmement limité. Alors, le quantitative easing, cette injection de liquidité qui prend la forme actuelle pour tous les grands pays développés de rachat de dettes publiques par la Banque centrale. Effectivement, ça permet de maintenir sur le marché obligataire secondaire, qui est évidemment très important pour le marché primaire, parce que c'est sur le marché secondaire que se fixent les taux d'intérêt. Et lorsqu'un État veut émettre une nouvelle dette, de nouvelles obligations, on regarde les taux d'intérêt qui sont sur le marché secondaire. Évidemment, les taux sont très bas à cause de ces injections de liquidités, puisque ça veut dire quoi, injecter des liquidités? Ça veut dire qu'on rachète, parce qu'on n'injecte pas comme ça des liquidités en blanc, si je puis dire. On rachète des titres financiers, et en particulier des obligations, et des obligations qui sont la matière des dettes publiques, pour l'essentiel. Bon, c'est aujourd'hui, sous cette forme-là, que ces injections se font. Alors, le fait de racheter... Alors ça, c'est très compliqué à comprendre techniquement. Hein. La plupart des gens ne comprennent rien à ces mécanismes. Ils ne comprennent pas que, notamment en rachetant des dettes, quand une banque centrale américaine, japonaise, britannique ou européenne rachète des dettes publiques, elle se porte sur le marché secondaire pour acheter ces dettes. Il y a donc une demande accrue pour l'achat de ces dettes, ce qui fait plonger le taux de rendement des obligations, et ce qui fait que les taux d'intérêt baissent sur ces dettes. Bon, je ne vais pas rentrer dans le mécanisme technique, mais ça, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Et évidemment, on le voit bien aux États-Unis, la présidente de la Federal Reserve hésite beaucoup à restreindre ce flux de liquidités qui se répand sur le marché financier et qui permet finalement aux actions de continuer de monter, et finalement permet de spéculer à la hausse en permanence. Alors, si on retire ces liquidités, évidemment, ça fait d'abord moins de liquidités,
pour les opérateurs qui bénéficient de cette liquidité, parce qu'on vend ces dettes publiques qu'on a pour les investir sur le marché actions, par exemple, hein, c'est normal. Donc les marchés actions augmentent, sans aucun lien avec la réalité économique. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'efficacité du reste des marchés financiers. Normalement, quand un prix monte, il devrait y avoir moins de demande. Ça, c'est la logique pure de la loi de l'offre et la demande. Hein, si un prix sur une marchandise augmente, vous regardez votre portefeuille et dites, c'est peut-être un peu cher, donc la demande diminue normalement. Sur les marchés financiers, c'est exactement le contraire. Plus un prix augmente, plus on va vouloir l'acheter parce qu'on sait que ça va continuer à augmenter. Et plus j'achète, du reste, plus le prix va monter. Et donc, plus je vais faire de profit en vendant à un moment ou à un autre les actions. Donc, il y a une illusion complète de la pensée du reste néolibérale à croire que les marchés financiers sont efficients. Ils ne sont pas du tout efficients de ce point de vue-là. La loi de l'offre et la demande fonctionne à l'envers. Donc, c'est pour ça que ça crée de l'inquiétude, ces retraits, finalement, cette diminution du quantitative easing, cette injection de liquidité sur le marché américain, parce que ça peut provoquer deux effets. D'abord, encore une fois, sur le marché action, et puis deuxièmement, ça peut amener peut-être les taux d'intérêt sur le marché obligataire à se relever. Et comme on sait que le marché américain, en matière obligataire, reste quelque part un peu un marché directeur pour l'ensemble de la planète, on peut craindre des relèvements de taux d'intérêt sur d'autres marchés obligataires, donc sur d'autres titres de dette publique. À ce moment-là, inutile de vous dire que là c'est l'explosion. Hein, regardez déjà, on souffre beaucoup, nous, en Europe, des intérêts complexes. Si vous avez un relèvement des taux d'intérêt en Europe, aussi minime que soit-il, les anticipations de marché vont être catastrophiques. Parce que les intérêts vont évidemment à moyen terme augmenter substantiellement. Au lieu, par exemple, en France, on paye 45 milliards d'intérêts par an dans le budget de l'État. Vous pouvez très bien, en 1 an ou 2 ans, monter à 70, 80, 90 milliards, très facilement, s'il y a un relèvement des taux d'intérêt. Alors là, attendez, tenir les 3%, on n'en parle même plus, hein, c'est fini. Donc, voilà. Ensuite, le Grexidan, puisque maintenant on parle de Grexidan, comme vous le savez peut-être. Le Grexidan, c'est la sortie de la zone euro de la Grèce par accident. Hein, c'est donc le Grexidan. Donc c'est un terme qui a été employé en Allemagne la semaine dernière. Grexidan. Enfin, je vous informe, si vous n'avez pas lu ça dans la presse financière. Alors, si vous voulez, c'est très compliqué cette affaire. Moi, j'ai publié plusieurs articles sur la Grèce, qui ont été publiés du reste en Grèce, hein, avec un collègue grec, pour essayer d'évaluer la situation. Et je crois que, évidemment, le souhaitable, c'est qu'il y ait un accord réel sur le programme présenté par les Grecs, par le gouvernement grec, et qui lui permettent de passer les échéances les plus difficiles, celles de mars et celles de juillet. Parce qu'il y a des remboursements de dettes qui arrivent, il y a des intérêts à payer, enfin bref, mars et juillet sont des moments très difficiles pour les finances publiques grecques. Mais, de toute façon, la dette grecque est insoutenable. Elle est insoutenable telle qu'elle est. Étant donné son montant, les Grecs ne vont pas pouvoir continuer à payer des intérêts, à rembourser des dettes qui arrivent à échéance, étant donné la nature de l'activité économique grecque. Je ne peux pas entrer dans le détail. Donc il faudra de nouveau restructurer et lourdement la dette. Et là, on est devant, je dirais, un double déni de réalité. Aucun responsable européen n'ose dire que cette dette est insoutenable. Et donc, il faudra la restructurer. Vous pouvez écouter toutes les capitales européennes de la zone euro. Qu'est-ce qu'on dit? Il faudra que les Grecs tiennent leurs engagements. Sous-entendu, des engagements liés à leur dette, c'est-à-dire paiement des intérêts, et il faudra rembourser les dettes qui arrivent à échéance au moment venu. Or, ça, c'est intenable. Il reste intenable pour la dette grecque, comme c'est intenable
pour la plupart des dettes européennes, s'il y a le moindre relèvement de taux d'intérêt, c'est insoutenable. Donc, on est tous sur la corde raide, et les Grecs en première ligne. Mais on est tous sur la corde raide. Donc, le deuxième déni, c'est de faire croire que maintenant, si la Grèce sort de la zone euro, ça y est, on a colmaté le problème grec, et il n'y aura pas de conséquences sur le reste de la zone euro. Ça, c'est le discours qu'on entend depuis à peu près 15 jours. Et tout le monde travaille sur la sortie de la Grèce de la zone euro. Tout le monde panique à l'idée que les marchés financiers pourraient mal réagir. Et donc, on explique que non, maintenant, tout est bordé. Et là, on est dans le déni. Je regrette. La réaction des marchés financiers est probablement, effectivement, imprévisible, mais on a quand même l'expérience à la fois de Chypre, pour la zone euro, et puis la première restructuration de la dette grecque. À chaque fois, il y a eu des mouvements de panique. À chaque fois, on a vu les taux d'intérêt s'emballer sur le marché secondaire obligataire. Dès que ça frémit un peu sur la Grèce dans le mauvais sens, les taux d'intérêt grecs remontent brutalement. Ils passent de 9 à 10 ou 11%. Bon. Après, ils rebaissent tout doucement. Bon, et là, moi, ma conviction profonde, c'est que la probabilité qu'on ait une catastrophe bancaire mondiale est forte. Ça, c'est mon diagnostic, si vous voulez. Bon, je ne peux pas le garantir à 100%, mais c'est le sentiment que j'ai. Bon. Donc, si la Grèce sort de la zone euro, soit par accident, parce que ils n'ont pas pu payer là l'échéance de 500 millions à la fin du mois qui les attend. Ah oui, c'est un accident, on a mal fait les calculs, oui, ils ne peuvent pas payer, et puis ils n'ont pas les ressources en face. Bon. C'est ce que les Allemands ont tendance aujourd'hui à penser, parce que l'Allemagne, vous savez, est coupée en deux, et comme la Commission européenne, mais l'Allemagne est coupée en deux sur la question grecque. Le ministre de l'économie et des finances, Schäuble, pense qu'il faut une Europe de toute façon à deux vitesses, une zone euro à deux vitesses, et donc il milite implicitement pour la sortie de la Grèce de la zone euro. Ça, c'est clair. Et il le fait déjà depuis plusieurs mois. Angela Merkel est beaucoup plus prudente parce qu'elle sait très bien que cette position, politiquement, est pour l'instant pas du tout sur la table. Et donc, elle essaye de ménager un peu les choses au sein de son propre gouvernement. Et c'est pour ça qu'elle reçoit Tsipras lundi prochain. Bon. Mais, deuxièmement, je crois qu'en effet, si la Grèce sort de la zone euro, non seulement on peut avoir un cataclysme, mais en plus, pour la Grèce, c'est vrai que ça signifiera des pertes de pouvoir d'achat très importantes. Je crois que c'est ça sur le fond. Alors, bien sûr, ça pourra résoudre en partie le problème de la dette grecque, surtout si on transforme la dette qui est en euros en drachmes. Si vous dévaluez 50% la monnaie grecque, vous avez 50% de dette en moins, à condition de convertir la dette dans la nouvelle monnaie. Mais là, il y aura des batailles juridiques extraordinaires parce que cette dette grecque a été, pour l'essentiel, formée par le droit anglais, et donc il y aura des recours, là on peut imaginer comme pour l'Argentine, c'est la même chose, il y aura des recours sur des années et des années, et certains créanciers voudront récupérer, sinon la totalité, mais une partie de ce qu'ils auront perdu à ce moment-là. Mais, normalement, on diminue la dette de 50%. Mais d'un seul coup aussi, les importations, les prix des importations vont augmenter de 50%. Et la Grèce vit beaucoup sur le flux des importations, avec des exportations qui ne se portent pas très bien. Alors, il y aura une relance des exportations, mais comme la Grèce n'est pas un pays industriel, il y aura l'huile d'olive, bien sûr. Il y aura toujours les touristes qui viendront. Mais il va y avoir là une période extraordinairement difficile, même si elle va retrouver son indépendance monétaire, même si elle va retrouver des marges certaines à cause de son endettement qui va diminuer, la situation pour le pays sera quand même extraordinairement difficile. Ça, faut pas diminuer ce facteur-là.
Voilà, pourquoi les États s'endettent, taux d'intérêt, pourquoi, etc. Bon, oui. Les États s'endettent, je l'ai expliqué rapidement tout à l'heure, hein, c'est le seul acteur économique qui peut, d'une certaine façon, anticiper des retours sur investissement à une échelle macroéconomique, à une échelle très large. Donc, les États ont toujours eu cette tendance, par les travaux publics, par des dépenses qu'ils estimaient nécessaires pour la société, faire des investissements nécessaires. Et pour faire des investissements, il faut... on n'a pas forcément dans le budget les ressources nécessaires, surtout s'il s'agit d'investissements très importants. Ensuite, le taux d'intérêt, je l'ai expliqué, il peut être soit fixé par la puissance publique, soit c'est un taux de marché. Et là, comme on touche aux questions monétaires, cette question-là du taux d'intérêt revient à savoir si l'État est maître de sa création monétaire ou pas. S'il n'est pas maître, c'est le taux de marché. S'il est maître, il peut fixer le montant des intérêts qui sont prodigués dans la société à partir du taux d'intérêt sur la dette publique qui est généralement considéré comme un taux relativement directeur pour le reste de la société. Alors, on a parlé de jeter de l'argent par la BCE. D'où sort cet argent? C'était la question, je crois, de la personne qui était là. Qu'est-ce que c'est que la création monétaire? D'où sort l'argent? Bon, moi, je connais un peu le sujet, hein, puisque j'ai siégé dans une banque centrale. Il faut comprendre que, et ça c'est très difficile à admettre, mais le mécanisme est simplissime, que d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, 90% de la monnaie qui est créée par les banques. Première chose. 10% par les banques centrales. Les euros que vous avez dans votre poche sont des billets de la Banque centrale européenne. Et la Banque centrale tient dans ses mains les banques parce qu'elle crée justement les billets, cette monnaie centrale que vous avez dans la poche. Parce que les banques ont périodiquement besoin de cette monnaie pour satisfaire leur clientèle, dans les distributeurs automatiques de billets, etc. Bon. Comment les banques créent la monnaie? Tout simplement lorsqu'elles font du crédit. Alors le mécanisme, c'est ce qu'on appelle de la monnaie scripturale. Le mécanisme est très simple, enfin je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, je vais le rappeler en un mot. Quand une banque accorde un crédit à un ménage ou à une entreprise, ça représente une créance qui est portée à l'actif de son bilan. C'est un actif, une créance. Mais cet argent que le client va recevoir par sa banque, qu'est-ce qu'il en fait immédiatement? Il le met sur son compte. C'est normal qu'il a demandé de l'argent. Mais les comptes d'une banque, les dépôts que vous faites, ils sont au passif de la banque. Pourquoi? Parce que quand vous avez de l'argent, vous mettez de l'argent à la banque, c'est votre argent, et c'est donc une dette, en quelque sorte, de la banque vis-à-vis de vous. Quand vous avez de l'argent que vous mettez. Bon. Donc tous les dépôts sont au passif de la banque. Donc, mettons qu'il y a un prêt de 100 000 € qui est accordé à un ménage pour acheter un bien immobilier, créance 100 000 € dans le bilan de la banque à l'actif, à gauche, si vous voulez, qui se retrouve immédiatement à droite, sous forme de dépôt, puisque vous mettez cet argent sous forme de dépôt à votre compte. Après, vous allez dépenser, bien sûr. Et donc, le bilan de la banque qui était équilibré avant cette opération se retrouve de nouveau équilibré après cette opération, avec 100 000 à gauche et 100 000 à droite. Jeu d'écriture. Hein. À gauche, j'écris 100 000 à droite. Puisque les 100 000 reviennent, puisque la banque met ces 100 000 sur votre compte. Il se retrouve donc de nouveau équilibre. Et on a créé 100 000 € par le crédit. Voilà. Puisque vous avez 100 000 € sur votre compte. 100 000. Donc c'est en faisant du crédit que les banques créent de l'argent. Vous voyez? C'est la monnaie scripturale. Simplement, vous avez besoin de tirer par exemple 3 000 € en liquide. Ah, alors là, la banque ne les a pas. La banque, il faut qu'elle demande à la Banque centrale. Donc, elle va être obligée d'emprunter à la Banque centrale, et donc la Banque centrale va créer aussi de la monnaie par le prêt qu'elle va accorder aux banques. Voilà. Et donc, au passif de la Banque centrale, vous avez tous les billets.
qui ont été créés. Bon, excusez-moi pour ce cours d'économie monétaire un peu simplissime, mais les gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas, c'est effectivement un peu compliqué, mais en même temps, c'est simplissime parce que, vous voyez, le métier de banquier, c'est tranquille, hein, c'est vraiment tranquille, c'est d'accorder des crédits, et on pianote à gauche et on pianote à droite, vous voyez, et puis on touche les intérêts entre-temps. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué hein, comme métier. Ah ben, ils ont une licence bancaire par l'État. C'est l'État qui donne le droit de faire ça. Ah non, alors c'est la Banque centrale oui, qui accorde les licences bancaires. Ouais. Okay. Comme l'heure est déjà bien avancée, je propose pour ceux qui sont intéressés de passer aux dédicaces pour le livre de François Morin. Si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation d'achat. Et sinon, nous vous donnons rendez-vous donc, le 1er avril prochain. On va encore parler de la Grèce et de la Troïka, puisqu'on va recevoir Lim Wang-Onok, ancien député socialiste qui a travaillé sur la question, justement, sur un rapport parlementaire de l'action de la Troïka, qui s'appelle, comme vous le savez maintenant aujourd'hui, les institutions. Donc ça, ce sera le mercredi 1er avril, ici, à 12h30. Et sinon, nous donnons aussi rendez-vous le lundi 13 avril à la Cinémathèque de Luxembourg, pour un film qui s'appelle Le prix à payer. Encore une fois, on va parler de dette, mais cette fois-ci, on va s'intéresser plus particulièrement à l'optimisation fiscale extrêmement poussée de certaines transnationales qui utilisent donc des mécanismes dont vous avez peut-être entendu parler récemment pour éviter de payer l'impôt, et ce qui aussi est évidemment une grosse raison pour lesquelles aujourd'hui les États ont du mal à joindre les deux bouts, puisque ces recettes fiscales n'arrivent tout simplement pas à être payées. Voilà. Merci, et donc à la prochaine.